va être difficile de reprendre après tout ça. Alors je propose de faire du plaisir. Voilà, on a beaucoup parlé finalement ensemble de choses extrêmement graves, d'extrêmement importantes, aussi des enjeux que ça représente pour les personnes. Ici, on a eu aussi un exemple de la vie crue, de situations auxquelles on n'a pas envie d'être confronté. Dont je vais vous parler, c'est quelque chose finalement un peu plus léger et probablement aussi beaucoup plus en rapport avec votre vie quotidienne, pour faire sens aussi à la suite de cette journée. Pourquoi pression du plaisir? Parce que ça a du sens, c'est un peu une contrepétrie, enfin je pense que ça n'en est pas une, mais il faudra la chercher un peu de manière intéressante. Voltaire disait « je suis heureux parce que c'est bon pour la santé », on est un peu aussi dans cette dimension. C'est pas comme si on pouvait faire une obligation pour soi, mais parce que aussi cette dépression c'est quand même quelque chose d'extrêmement fréquent. Et accessoirement, et de manière extrêmement importante, il y a quand même des suicides dans cette histoire. Et quand le chagrin est dans le cerveau, il se peut que le cœur aussi ait des problèmes. Et vous l'avez vu dans la présentation précédente. En particulier, le risque de faire un infarctus ou un accident vasculaire cérébral n'est pas du tout neutre dès lors où il y a une dépression. Un des éléments que Antoinette a eu le plaisir de nous présenter, c'est que les dépressions ne sont pas dépistées de manière correcte, y compris chez les hommes, et particulièrement chez les femmes. Aller consulter pour des problèmes psychiques n'est pas quelque chose de très simple, et faire le lien entre des événements psychologiques et la vie de tous les jours est encore moins simple. Mais pourtant, il y a des traitements efficaces de la dépression. Et ça peut avoir un effet, donc, la bonne nouvelle, c'est que de traiter efficacement les dépressions aura un effet, non pas sur l'ensemble des composantes de la maladie cardiovasculaire, mais va aider les gens à retrouver du sens, à avoir moins de souffrance psychique et les aider à se remobiliser. Et donc, au fond, changer les facteurs de risque comportementaux. Parce qu'une dépression, c'est quelque chose d'épuisant psychiquement et qui ne donne pas toujours moyen ni accès à des facultés cognitives ou d'organisation de façon importante, parce que les besoins de base ne sont pas assurés. Le sommeil, l'alimentation, une vie en santé avec un couple qui fonctionne, un peu suffisamment d'économie, un toit sur la tête, c'est des éléments extrêmement importants. Et quand on n'a pas tout ça, ben c'est très difficile de mobiliser le reste. Alors, mal nommer un objet, c'est ajouter du malheur au monde. C'est une parole d'Albert Camus qui l'interprétait pour parler d'autre chose, d'ostracisation de la population. Et en particulier pour la dépression. Mal nommer la dépression, c'est aussi envisager de ne passer à côté d'un élément extrêmement important, un facteur déclencheur de maladie cardiovasculaire. Donc, il existe des grilles d'évaluation. Celle-ci en est un exemplaire qu'on peut utiliser dans les soins. Je vous invite à en reparler si vous avez le moindre doute avec votre soignant pour faire un dépistage important. Et gradé, vous avez vu qu'on a des grades de dépression avec grave, modérément grave et léger. Il y a des différences très significatives entre une dépression modérée, que l'on pourrait s'attribuer comme étant modérée, et une dépression grave, dont l'incidence sur le risque de maladie cardiovasculaire et d'infarctus en particulier est extrêmement importante. Il y a d'autres façons d'évaluer aussi. On n'est peut-être pas dans des signes de dépression, peut-être des signes d'anxiété. Qui n'a jamais été anxieux parmi vous? Je ne vois pas de main qui se lève. Qui se sent très angoissé de temps en temps? Personne. Qui se sent modérément angoissé? Il y a beaucoup de malhonnêtes parmi vous. Bon, c'est une bonne nouvelle. Être malhonnête, ça trouve un moyen d'une ruse pour éviter des difficultés. En même temps, si vous ne le sentez pas, c'est que peut-être votre corps fait des choses extraordinaires pour faire en sorte que vous ne le voyez pas. Vous voyez une courbe à gauche, de mon côté, enfin, c'est pour vous à gauche aussi, qui parle d'une courbe d'adaptation. Finalement, notre organisme se débrouille pour que nous n'ayons pas à souffrir dans la vie de tous les jours de ces éléments qui nous perturbent. Donc, il va essayer de lutter contre des choses qui sont un peu difficiles. Donc, plus on met une charge importante dans notre vie, activité professionnelle, sociale, etc., plus votre corps va essayer de lutter. Il va lutter en étant un peu plus ralenti, en modifiant sa pression artérielle, en modifiant sa glycémie, en disant « tiens, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, tiens, je vais peut-être pas aller regarder le cinéma, peut-être je vais pas jouer avec mes enfants », enfin bref, vous savez, ce genre de choses. Et puis à un moment donné, la charge n'est plus du tout tenable, et puis la régulation de l'équilibre pour votre corps et pour son psychisme se casse la figure. À côté, vous avez une autre courbe qui montre comment votre corps va réagir, ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation. Et de la même façon, finalement, ces capacités d'entrer
en matière pour pouvoir prendre soin de sa santé, mais aussi de son psychisme, vont venir s'écrouler jusqu'à une dépression. Entre le moment de résistance et le moment d'épuisement, c'est le moment où on se dit « je peux toujours en faire un peu plus ». Mais non, c'est juste pas moi qui va pas bien, c'est que les autres vont changer, moi je peux toujours m'adapter à la situation. Et si on compare ça avec l'évolution de la santé des personnes, ben on va voir tout un peu avant, hypertension, diabète, prise de poids, arrêt de l'activité physique, peut-être des comportements de régulation. Qu'est-ce que ça pourrait être comme comportement de régulation par exemple? Alcool. Alcool, tiens voilà, ce soir on rentrera une petite bière, et peut-être deux, peut-être que je pourrais aussi faire un truc encore plus agréable après. Une petite cigarette, non? Ça vient tout de suite après, non? Ou un cigare? Peut-être que je pourrais aussi jouer avec des jeux en ligne. Peut-être que je pourrais même continuer à travailler de nuit, ou regarder des séries avec des écrans très tard. Et puis, ça c'est bien. Ouais. Voilà. L'idée de la régulation, c'est pas de ne pas te rendre ça pathologique, c'est de dire que peut-être il y a déjà des signes qui sont déjà avant-coureurs de quelque chose qui est en train de se désadapter et qui vont entraîner un phénomène de cycle qui va déjà entamer quelque chose qu'on appelle la dépression. Donc avant la dépression, il y a les comportements. Et si on ne voit pas la dépression, l'anxiété ou les troubles dépressifs, donc la perte de l'intérêt pour le monde, un repli ou de la tristesse ou des modifications de l'humeur, eh bien il y a les comportements qui nous rassemblent déjà pour dire qu'on n'est pas en bonne santé. En tout cas, pas en bonne santé psychique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire après avoir diagnostiqué? Ben, vous voyez, il y a des propositions qui ont une efficacité, et puis là on s'est placé après qu'un événement cardiovasculaire soit survenu. Ça raconte quoi? C'est que quand on a fait un événement cardiovasculaire, en particulier un infarctus, on a un risque de dépression majeur. Quand on a fait un arrêt cardio-respiratoire, le risque de faire une dépression est majeur. Quand on a fait un arrêt cardio-respiratoire et qu'on a une dépression, le risque d'exploser sa famille est majeur. Et quand on a tout ça, le risque de dépression accélère. Et le risque de faire un AVC après un infarctus augmente. Et vous avez compris que c'est quand même un élément important de s'en intéresser. Donc il y a des thérapies que vous voyez ici psychologiques, celles qui sont encore à évaluer. J'ai marqué à démontrer pour l'hypnose et la cohérence cardiaque, non pas parce que ça ne fonctionne pas, mais c'est simplement parce qu'on n'a pas des grandes séries suffisamment importantes pour montrer l'efficacité sur la dépression à long terme. Sur l'anxiété, on sait, mais sur la dépression à long terme, on ne sait pas correctement. L'activité physique, ça marche très bien. Et vous voyez, la vaccination antigrippale, c'est assez anecdotique, mais en ce moment, on en parle. Ça vaut la peine parce que ça prévient aussi un certain nombre de choses, dont la mortalité de toute cause, y compris les décès par infarctus. Et les médicaments, ben, ça n'a pas d'effet sur le risque de récidive, comme tu disais, Antoinette, mais par contre, ça limite la souffrance psychique, la dépression elle-même, et ça aide à sevrer le tabac. La maladie, c'est aussi un moment où ça déstabilise des choses. Le présent devient un élément un peu bizarre. Ceux qui ont fait un arrêt cardio-respiratoire pourront vous raconter comment leur esprit a changé, leurs humeurs ont changé, leur réalité a changé. Et on est dans une espèce d'intermédiaire sur le quai de la gare entre un passé qui était pas forcément super glorieux, mais peut-être rêvé, parce qu'il était plus calme en tout cas, ou apparemment contrôlé, surtout quand il est passé, on ne peut plus l'accéder. Et puis une tension avec un passé un avenir qui va devenir incertain, et peut-être dans l'incertitude, il y a ce que vous avez vu ici, un risque de faire une récidive, en particulier après un accident cardiaque, ou de décéder. Quelque chose qui est quand même pas très confortable à essayer de penser. C'est même impensable pour un être humain de mourir. Et pour nous, les soignants, c'est quelque chose contre laquelle on lutte. La maladie, c'est aussi un choc d'un événement qui va bouleverser la santé, mais ça va aussi faire quelque chose d'incroyable, c'est que ça va actualiser la quête de sens. Ceux qui ont fait un accident cardiovasculaire ou qui ont une maladie chronique savent combien ils ont découvert que la vie était plus précieuse, que les choses étaient beaucoup plus importantes, que la saveur des aliments était meilleure, que le soleil qui se levait était plus agréable, que les enfants qui crient, c'est quelque chose de très agréable aussi, que de se lever le matin, prendre son petit déjeuner, c'est quelque chose d'extrêmement confortable. Et ça réactualise aussi, mais est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Est-ce que c'est ça que je dois faire? À quoi j'ai renoncé? Qu'est-ce que je devrais faire de plus? C'est très intéressant aussi parce que ça déconstruit les évidences. Ah, quand la maladie arrive, ben c'est pas comme si on peut continuer à se penser comme avant. Tiens, je pensais que c'était comme ça que j'allais vivre, c'est comme ça que je dois fonctionner, mais peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Et ça tombe bien parce que pour déconstruire, quand on déconstruit, on laisse de la place à quelque chose. On laisse la place à des nouvelles aventures possibles. Et la dépression, c'est aussi un endroit où il y a une énergie créative extrêmement importante. C'est aussi un endroit où on peut amener à mobiliser les compétences émotionnelles, et en particulier l'adrénaline en circulation, la noradrénaline en circulation, et la dopamine qui devrait être mobilisée.
Et c'est là que ça laisse toute la place à les activités créatives, et les arts, en particulier, ont une place importante. Parce qu'à cet endroit, si on travaille plutôt sur les aspects de modulation du stress, on va amener de l'optimisme, du changement, une vision du futur, et vous voyez que ça va avoir une influence de manière considérable sur la gestion de la maladie cardiovasculaire à long terme. C'est plus important de s'intéresser à une vie qui serait intéressante, constructive et passionnante, que uniquement travailler sur le traumatisme et sur les choses que l'on a perdues. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. Mais c'est aussi important d'assurer une sécurité cardiovasculaire et d'engager un processus de soins encadré et suivi. D'ailleurs, si on regarde les capacités d'adaptation, chaque fois qu'on va mobiliser plutôt le système de récompense qui se trouve de ce côté-ci, eh bien, on va mobiliser toutes les ressources de l'organisme, physique, psychique, intellectuelle. On va même faire des liaisons dans le cerveau pour l'apprentissage. On va rechanger les capacités à penser la vie de manière différente. On va associer des émotions et des perceptions aux compétences physiques et psychiques. Et on va refaire du câblage intéressant. Et c'est plutôt un système d'approche comportementale. Si on commence à se mobiliser pour éviter de perdre, on n'est pas dans la même économie de santé ni psychique. Donc, c'est là où on en vient à l'idée de se prescrire du plaisir et la créativité et de l'intégrer dans la culture des soins, dans la culture, et puis aussi dans la culture des soins, et mettre l'art dans les soins et la culture dans les soins, c'est un des objectifs importants pour remobiliser toutes les compétences d'apprentissage et remobiliser la possibilité de se penser différemment, grandir, ouvrir à l'invention, devenir artiste, redonner du sens à la vie, apprendre et développer des compétences en éducation thérapeutique en particulier. Et vous voyez sur la dernière ligne, pour ceux qui sont intéressés à l'économie, le système britannique de santé a calculé que d'investir une livre dans une prescription d'art et de culture économisée à 2,3 livres au système de santé. Donc ça vaut la peine de financer des activités artistiques. Et en particulier, donner la possibilité aux personnes de se repenser différemment, plutôt que de se penser comme avant et essayer de faire la même chose. L'art et la culture, c'est une étude de l'OMS qui incite fortement à mettre l'art et la culture et former les soignants dans la culture et les activités artistiques, réduit les risques de dépression et de syndrome post-traumatique, facilite les apprentissages et les initiatives de changement. On parlait tout à l'heure d'adhésion thérapeutique. Un des éléments importants dans l'adhésion, c'est la perte de sens à se soigner et la incapacité à se créer de manière nouvelle, une nouvelle vie avec de nouvelles relations et de nouvelles compétences. Ici, à Genève, nous avons la chance d'avoir été soutenus pour développer des projets artistiques dans le cadre de la réadaptation cardiovasculaire. Vous voyez ici trois choses que nous proposons ici avec les patients. Des activités au musée, des activités créatives et des activités aussi narratives. Et là, on a un partenariat avec le musée d'art et d'histoire ainsi que le musée d'ethnographie de Genève, depuis à peu près 2 ans maintenant. Nous avons aussi mis en place en réadaptation cardiovasculaire des projets de longue distance, pas seulement des activités courtes d'immersion avec des arts, mais aussi des activités créatives, mais des projets créatifs de long terme, avec l'Institut Jacques Delcroze pendant 3 mois, une activité de rythmique et de musique, avec notre partenaire CEDAM, la mise en place d'un atelier de voix du cœur avec des activités de chant, dans l'idée de faire un spectacle musical et chanter, avec des patients, des soignants, ainsi que leurs enfants, un programme de 9 mois, et puis des possibilités aussi d'exploiter chez les personnes qui sont des artistes ou qui ont envie de le devenir, leurs compétences artistiques dans les soins et dans le partage avec les autres, dont Maurice Catella, donc il y avait un récital ce matin, avec le vernissage de ses œuvres. Et évidemment, un moment où aussi on peut amener les personnes à parler de leur vécu, de l'écrire et de le transformer avec des professionnels du théâtre, avec un récit qui serait fait et puis ensuite joué par des professionnels du théâtre et qui seront à disposition comme si on pouvait recomposer leurs souvenirs. L'art est un élément extrêmement important qui donne du sens, qui permet de se métamorphoser et de laisser surtout une trace lumineuse aux autres et à soi-même pour refaire des souvenirs, mais au fait se créer un avenir plus intéressant. Conclusion, pour prévenir et promouvoir la santé cardiovasculaire, on vous invite à dépister les signes d'anxiété et de dépression, ça c'est extrêmement important, traiter, accompagner, proposer un réentraînement physique et prescrire du plaisir et inciter les personnes à faire des activités artistiques et créatives. Il y a une diminution de 30% de la mortalité des gens de plus de 65 ans qui font des activités culturelles, ça a été montré par les études britanniques. Et puis, prescrire des arts et de la musique en particulier, et c'est pourquoi aujourd'hui vous avez le plaisir de voir des chanteuses d'opéra qui viennent vous voir et vous parler de comment vos émotions sont importantes dans la vie.
Merci beaucoup pour ces deux interventions extrêmement intéressantes et qui nous parlent à tous et à toutes.